Il était presque 3 heures du matin lorsque je suis descendue du taxi, devant notre immeuble du Marais. Une bruine fine tombait sur Paris, dessinant des halos lumineux autour des réverbères. Les pavés luisaient, miroitant, comme si la ville s'était habillée de secrets pour la nuit. L'air était frais, mais agréable, et contrastait avec la chaleur qui flottait encore dans mon corps après tant d'heures à danser. Je venais d'une soirée privée dans un loft au dernier étage d'un immeuble ancien, près de la rue Oberkampf. Le lieu était rempli d'un parfum de patchouli, de lumière tamisée, et de musique lente, sensuelle, où s'entremêlaient des accords électro et des chansons françaises revisitées. Une ambiance étrange et douce, presque irréelle. J'avais perdu la notion du temps. Je portais une robe en velours bordeaux, moulante, qui épousait mes formes sans être vulgaire. Le dos était partiellement ouvert, juste assez pour laisser deviner la peau entre mes omoplates. Les fines bretelles reposaient délicatement sur mes épaules. Je portais des collants noirs semi-transparents et des escarpins à talons, élégants mais meurtriers pour mes pieds. Mon petit sac pailleté contenait juste le nécessaire, téléphone, carte Navigo, rouge à lèvres. En entrant dans l'immeuble, une odeur familière m'envahit, bois ciré, pierre froide, un soupçon de lavande. C'était un bâtiment ancien, avec ses escaliers en colimaçon, ses moulures au plafond et ses fenêtres à guillotine. L'ascenseur, toujours capricieux, me faisait peur la nuit, alors j'ai choisi l'escalier. Chaque marche semblait me rapprocher d'un malaise diffus que je ne parvenais pas à nommer. Peut-être était-ce simplement l'effet du vent, de la fatigue, de la solitude soudaine après l'euphorie. J'ai glissé la clé dans la serrure. Le déclic m'a paru plus bruyant que d'habitude. J'ai poussé la porte avec précaution, déposant mes talons à l'entrée. Pieds nus, j'ai avancé sur le parquet ancien. Il faisait sombre, mais je connaissais chaque centimètre de cet appartement. Et puis, j'ai entendu des voix. Une grave, familière et une autre, douce, féminine, étrangère. Mon souffle s'est bloqué. Elle venait de la salle de bain. Étrange, à cette heure. Je me suis approchée, lentement, sans bruit. La porte était entr'ouverte. Une lumière dorée s'échappait de l'entrebâillement, douce et tremblante, comme celle d'une veilleuse ou d'un miroir lumineux. « Tu es certain ?» murmura la voix féminine. « On n'a pas beaucoup de temps, » répondit celle de mon père. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas ce que je croyais. C'était pire. Je me suis penchée à peine, et j'ai vu. Mon père, debout près du lavabo, la chemise entr'ouverte, regardait une femme que je ne connaissais pas. Elle était élégante, brune, la quarantaine peut-être. Son visage portait un maquillage discret mais raffiné, ses cheveux étaient relevés en un chignon flou. Elle portait une robe noire, simple mais cintrée, et ses jambes croisées laissaient entrevoir des collants fins et une paire de talons sobres. Ils ne se touchaient pas. Mais leurs regards. Il y avait une intimité dans leurs gestes, une lenteur étudiée, un silence chargé. Ce genre de silence qu'on ne partage qu'avec quelqu'un qu'on a trop bien connu. Un frisson me parcourut. Je me reculai sans réfléchir et heurtai l'étagère du couloir. Un bruit sec, net. Ils se tournèrent brusquement. Mon père pâlit. La femme haussa légèrement les sourcils. « Camille » souffla-t-il, la voix cassée. Je ne répondis pas. J'étais pétrifiée. Les mots ne sortaient pas. Puis, sans réfléchir, j'ai tourné les talons et couru. Mes pieds nus glissaient sur le bois, je dévalai les escaliers sans m'arrêter. Dehors, la pluie m'accueillit comme une gifle douce. L'air avait changé. Paris semblait distante, étrangère. J'ai marché, sans but, les cheveux mouillés collés au front, le cœur battant si fort qu'il me faisait mal. Je suis arrivée près de la Seine, à hauteur du pont Louis-Philippe. Il n'y avait personne. Je me suis assise sur un banc humide. L'eau s'infiltrait à travers les plis de ma robe, mais je ne sentais rien. Je revoyais leurs regards, leur silence, cette tension presque palpable. Qui était-elle? Que faisait-elle là? Et pourquoi mon père la regardait-il comme ça? J'ai sorti mon téléphone. J'ai hésité à appeler ma mère, en déplacement professionnel à Lyon. Mais je ne pouvais pas. Si je lui disais, tout éclaterait. Peut-être que je voulais encore croire que ce n'était qu'un malentendu. Peut-être. Je suis rentrée peu avant le lever du jour. L'appartement était silencieux. La salle de bain, vide. L'odeur d'eau chaude et de savon s'était dissipée. Je suis allée dans ma chambre. J'ai retiré ma robe, enfilé un peignoir en coton blanc, et me suis allongée sur mon lit. Les yeux ouverts, fixant le plafond, j'ai revu encore et encore la scène. Les regards. L'absence de mots. Et ce que cela voulait dire, même sans parole.
Le matin s'était levé sur un ciel gris de novembre, sans promesse de lumière. J'étais restée allongée dans mon lit, sans fermer l'œil. Les draps étaient froids, le silence de l'appartement plus pesant que jamais. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène de la veille. Mon père, cette femme, leurs regards figés dans une complicité muette. Rien d'explosif, rien de visible, mais tout était là, dans l'air, dans les gestes. Je me levai sans bruit. Mon corps semblait flotter, comme si je n'étais plus tout à fait moi. Je mis une robe de chambre en satin ivoire, fluide, qui glissait le long de mes bras. En dessous, un débardeur blanc, simple, avec des bordures en dentelle, et un short en coton doux. Le tissu contre ma peau me donnait un semblant de protection. J'ouvris la porte de ma chambre avec précaution. Le parquet grinça sous mes pieds nus. L'odeur du café fraîchement préparé m'attira vers la cuisine, mais je sentais que rien ne serait normal. Il était là. Mon père. Assis à sa place habituelle, en peignoir sombre, son téléphone à la main, une tasse fumante devant lui. Il leva brièvement les yeux vers moi. « Bonjour, Camille », dit-il d'un ton neutre. Je restai figée sur le pas de la porte. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Il haussa légèrement les sourcils, feignant l'ignorance. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je franchis lentement le seuil de la cuisine, posai mes mains sur le dossier d'une chaise. « Ne me mens pas. Je t'ai vu, cette nuit. Avec elle. » Le silence qui suivit fut glacial. Il posa sa tasse avec soin, mais je vis ses doigts trembler légèrement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je ricanai, un rire court, nerveux, que je ne reconnus pas moi-même. « C'est exactement ce que je crois. » Il se leva, contourna la table, s'arrêta devant la fenêtre. Il fixa la rue, les passants, comme s'il cherchait une issue dans le mouvement du monde. « Je ne veux pas que ta mère le sache, » murmura-t-il. Ma colère explosa doucement, comme un feu qui couve sous la cendre. « Tu ne veux pas qu'elle sache ? Parce que tu veux tout garder. Le confort, les apparences, la belle vie bien rangée. » Il se retourna. Son visage avait changé. Fatigué. Marqué. Ce n'est pas aussi simple. Je ne répondis pas. Je quittai la cuisine, mes jambes tremblantes, et me réfugiai dans ma chambre. Je passai plusieurs heures allongée sur le tapis, les yeux vers le plafond. Ma robe de chambre entr'ouverte, le tissu frais contre mes cuisses. Je pensais, encore et encore. Puis quelque chose me poussa à chercher des réponses. Pas des mots. Des preuves. Je me levai, attachai mes cheveux en une queue basse, enfilai un pull beige ample et descendis au bureau de mon père. L'ordinateur était là. Toujours allumé, toujours protégé par un code. Un vieux code. J'essayai la date d'anniversaire de maman. Ça fonctionna. Je fouillai. Dossier, photos, documents. Rien au début. Puis un dossier masqué, nommé « Perso ». Mon cœur s'emballa. Je cliquai. Des photos. Des anciennes. Certaines datant d'au moins 15 ans. Mon père, plus jeune, souriant. Et avec elle. Toujours elle. Solène. Sur une plage en Bretagne. Devant une librairie. Dans un train. Son regard posé sur lui comme s'il était tout son monde. Dans l'une d'elles, ils s'embrassaient. Rien d'indécent. Juste, intime. Profond. Réel. Je refermai l'ordinateur et restai là, assise sur le bord du fauteuil. Tout ce que je croyais savoir s'effondrait doucement. Ce n'était pas une passade. Ce n'était pas une erreur. En fin d'après-midi, après m'être douché longuement, je m'habillai sans trop réfléchir. Une chemise blanche fluide, légèrement transparente, rentrait dans une jupe noire midi. Des collants fins couleur peau. Des bottines en daim. J'attachai mes cheveux en chignon bas et mis un trait de crayon noir sous mes yeux. Je voulais être claire. Forte. Solide. Je retournai sur Instagram. Je tapai « Solène Gauthier ». Son profil apparaissait, public, raffiné, presque trop parfait. Des photos dans des cafés, des musées, des jardins. Toujours seule. Toujours élégante. Une esthétique travaillée. Dans l'une des dernières publications, un lieu que je reconnus immédiatement, le Café L'Heure Bleue, rue des Francs-Bourgeois. Elle y avait pris en photo une tasse de chocolat chaud, avec une citation en légende. C'était à 10 minutes à pied de chez nous. Je sortis, mon cœur battant plus vite. La nuit tombait déjà. L'air était humide, presque glissant. Les vitrines s'éclairaient une à une. Noël approchait, mais je ne ressentais rien de festif. Le Café L'Heure Bleue était calme. Une musique de piano planait doucement.
L'odeur du pain grillé et du sucre chaud flottait dans l'air. Je balayais la pièce du regard, et la vis. Solène. Assise près de la fenêtre, en robe bleu nuit à col roulé, un manteau beige plié avec soin sur le dossier de sa chaise. Elle portait des gants crème posés sur la table, à côté d'un petit carnet noir. Elle écrivait. Lentement. D'une main posée. Je m'approchai. « Je peux m'asseoir » demandai-je d'une voix que je ne reconnus pas. Elle leva les yeux. Son regard était calme. Presque doux. Bien sûr, Camille. Elle savait. Je restai debout devant sa table quelques secondes. Solène me regardait calmement, comme si elle m'attendait depuis toujours. Il y avait dans ses yeux une douceur maîtrisée, mais aussi quelque chose d'insaisissable. Une femme qui connaissait trop bien le silence. « Tu peux t'asseoir, Camille » dit-elle simplement. Elle connaissait mon prénom. Évidemment. Je tirai lentement la chaise devant moi, posant mon sac à main sur mes genoux. Mes doigts jouaient nerveusement avec la fermeture. Solène porta sa tasse de thé à ses lèvres, en prenant le temps. Tout en elle respirait le contrôle. Son pull en laine fine épousait ses bras avec élégance, et sa jupe midi en drap de laine glissait jusque sous la table, couvrant ses genoux croisés. À son poignet, un bracelet doré oscillait à chaque mouvement discret. Elle reposa la tasse et me regarda en silence. Comme si elle attendait que je fasse le premier pas. « Je vous ai vu, chez moi. Cette nuit. » Ma voix était calme, mais j'avais du mal à soutenir son regard. « Je sais, » répondit-elle. « Rien d'autre. Pas de justification. Pas de gêne. Je ne comprends pas ce que vous faites là. Pourquoi maintenant ?» Elle croisa les mains devant elle, les ongles vernis d'un rouge sombre, parfaitement assortis à ses lèvres. Sa posture, droite mais détendue, me rendait nerveuse. Elle ne semblait ni coupable, ni arrogante. Juste, sûre d'elle. Parce que certaines histoires n'ont jamais vraiment de fin. Elles dorment. Elles patientent. Puis, un jour, elles refont surface. Je haussai légèrement les sourcils. Son ton n'était ni mystérieux ni dramatique. Juste posé. « Vous parlez de mon père ? Je parle de ce que vous n'avez jamais su. » Elle sortit une enveloppe de cuir fin de son sac. À l'intérieur, une vieille photo. Mon père. Plus jeune. Elle, souriante. Une terrasse en bord de mer. Un cliché flou, mais plein de lumière. Nous avons vécu quelque chose, lui et moi, il y a longtemps. Très longtemps. Ce n'était pas une passade. C'était quelque chose de fort. Et puis, ta mère est entrée dans sa vie. Et tu es arrivé. Je la fixai. Mon cœur battait vite, mais je tentais de rester impassible. Il a fait un choix, non ? Oui. Un choix dicté par la raison. Pas par le cœur. Je détournai les yeux. Les passants derrière la vitre marchaient sans savoir que ma vie venait peut-être de basculer. Pourquoi revenir maintenant ? Dis-je enfin. Solène baissa brièvement les yeux, puis les releva vers moi avec lenteur. Parce que je ne suis jamais vraiment partie. Nous sommes restés en contact, à distance. Et un jour, il m'a écrit. Il voulait parler. Revoir. Comprendre. Et puis, les choses ont glissé. Lentement. Elle ne détaillait rien. Elle n'avait pas besoin. Le non-dit suffisait. Je soupirai, cherchant mes mots. Vous êtes venu reprendre ce qu'il vous doit ? Non, Camille. Je suis venu clore une boucle qui n'a jamais été refermée. Je me levai, troublée. Ce n'est pas à vous de décider ce qui se referme. Elle resta assise, calme. Ce n'est pas à toi non plus. Je quittai le café sans ajouter un mot. Dehors, le froid me saisit immédiatement. La lumière de novembre était pâle, comme lavée. Je remontai mon col, cherchant à me cacher dans mon manteau. Le chemin du retour me parut long. Je traversai les rues de Paris sans vraiment regarder devant moi. Les images se bousculaient dans ma tête. Leurs regards, leurs mains trop proches, les silences trop lourds. Je pensais à maman. À son sourire du matin. Elle ne savait rien. Arrivé à l'appartement, je posai mes affaires dans l'entrée. Mon père était dans le salon, assis sur le canapé, les jambes croisées, en pull gris et pantalon en velours. Il lisait un livre, une couverture sur les genoux. Il leva les yeux en m'entendant. Nos regards se croisèrent. Et j'eus l'impression qu'il comprenait. Sans même que je parle. Tu l'as vu. Ce n'était pas une question. J'hochai lentement la tête. Je m'approchai, posai une feuille imprimée sur la table. Une copie de la réservation d'un appartement à Lisbonne, avec son nom et celui de Solène. La date ? 2 semaines avant ma naissance.
Il la regarda longuement. Puis, sans la lâcher des yeux, murmura. C'est vrai. Tout est vrai. Je m'assis en face de lui. Il posa le papier, joignit ses mains, les coudes sur ses genoux. Je n'ai jamais su comment t'en parler. Et puis, les années ont passé. Tu l'aimes encore? Il ferma les yeux. Les paupières lourdes de souvenirs. Une partie de moi, oui. Toujours. Un long silence s'installa. Et maman? Demandai-je. Je l'ai aimée différemment. Mais sincèrement. Seulement, certaines choses restent. Même quand on croit les avoir laissées derrière. Je me levai lentement. Je ne savais plus qui il était. Ni qui j'étais, dans cette histoire. Plus tard, seule dans ma chambre, je me changeai. J'avais besoin de confort, de protection. J'enfilai un pull en maille douce couleur crème, un legging noir en coton épais, et des chaussettes longues jusqu'aux cuisses. Je m'assis au bord du lit, les bras autour des genoux. J'avais froid. Mais ce n'était pas physique. Je pris mon téléphone. Je regardai l'écran longtemps avant de le déverrouiller. Un nouveau message. Numéro inconnu. Tu as ouvert une porte. Ce n'était que le début. On se reverra. Mon estomac se noua. Je relus le message. 2 fois. 3. Ce n'était pas une menace. C'était une certitude. Le lendemain, Paris était couverte d'un voile blanc. Un brouillard léger, suspendu entre les toits, donnait à la ville un air figé, presque irréel. J'avais à peine dormi. Juste des fragments de rêves, des mots confus, des images floues. Le message que j'avais reçu tournait en boucle dans mon esprit. Tu as ouvert une porte. Ce n'était que le début. On se reverra. Qui m'avait écrit? Pourquoi maintenant? Était-ce Solène? Ou quelqu'un d'autre? Je me levai, tirai doucement les rideaux, laissant la lumière pâle envahir ma chambre. J'avais besoin de retrouver un semblant d'équilibre, de me réapproprier mon espace. Après une douche longue et silencieuse, je restai un instant devant mon armoire ouverte, observant mes vêtements comme si aucun ne m'appartenait vraiment. Finalement, je choisis une robe en maille gris clair, douce, simple, qui descendait jusqu'aux genoux. Je l'assortis à des collants opaques noirs et à un long gilet en laine beige. Mes cheveux encore humides furent attachés en trespasse, un foulard crème autour du cou. J'avais besoin de douceur. D'envelopper mes pensées dans quelque chose de chaud. Quand je descendis à la cuisine, mon père était déjà là. Il avait préparé du café et sortait le pain du grille-pain. Il me regarda avec hésitation. Bien dormi? Je haussai les épaules. Aucun mot ne me venait naturellement. Tu veux parler? Demanda-t-il. Non. Je veux comprendre. Il hocha la tête, comprenant que je n'étais pas prête à l'entendre se justifier une fois de plus. Je pris mon café en silence. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude. Puis je quittai la pièce sans un mot, remontant dans ma chambre. Vers midi, alors que je lisais sans vraiment lire, mon téléphone vibra à nouveau. Expéditeur inconnu, ce que tu as vu n'était qu'un reflet. La vérité t'attend ailleurs. Ce soir, 19h. Galerie Vitraux, rue Clavel. Demande l'arrière-salle. Je relus le message plusieurs fois. Il était précis. Pas menaçant, mais inquiétant. La Galerie Vitraux. Un espace d'exposition privée dans le 19e arrondissement, que je connaissais de nom. J'y étais allé une fois avec ma mère, pour une exposition de photographie en noir et blanc. Une galerie discrète, un peu en retrait. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Je me préparais sans savoir exactement pourquoi. Je choisis une tenue simple, presque neutre, un pantalon en toile bleu nuit, un chemisier blanc à col montant, et un trench long couleur sable. Je mis des gants fins couleur mocha et une paire de mocassins vernis. Mes cheveux, relâchés, encadraient mon visage, et j'ajoutais un soupçon de parfum léger, presque imperceptible, mais réconfortant. J'arrivai devant la galerie un peu avant 19h. La devanture était modeste, les vitrines tamisées, sans affiches. À l'intérieur, quelques œuvres modernes accrochées au mur, et une lumière douce flottant dans l'espace. Une femme à l'accueil me salua d'un regard, sans sourire. Je cherche l'arrière-salle, dis-je, presque en chuchotant. Elle ne parut pas surprise. Elle me fit signe de la suivre. Nous traversâmes un couloir étroit, puis elle ouvrit une porte en bois sombre. Derrière, une pièce plus petite, à la lumière plus chaude. Un fauteuil en cuir, une lampe ancienne, un miroir doré accroché au mur. Et au centre, une table ronde. Solène était déjà là. Elle portait une chemise de soie bleu-gris, boutonnée jusqu'au col, et une jupe plissée couleur crème.
Ses cheveux étaient attachés en un chignon impeccable, et elle tenait un carnet entre les mains. « Je savais que tu viendrais, dit-elle doucement. Je ne répondis pas. « Tu veux comprendre, Camille? Alors je vais te montrer ce que ton père n'a jamais osé dire. » Elle déposa sur la table un petit coffret en bois clair. L'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des photos, des billets de train, des papiers divers. Elle en sortit un en particulier, une lettre manuscrite, datée de 2005. Je reconnus l'écriture de mon père. À Solène. Si un jour je disparais sans explication, ce sera parce que j'aurai choisi de faire ce qui est juste, et non ce que mon cœur désire. Je sentis un frisson parcourir mes bras. Je ne savais plus si je devais être en colère ou triste. Il n'a pas fui, Camille. Il a choisi une forme de loyauté. Mais ça n'efface pas ce qu'il ressentait. Ni ce que moi, j'ai gardé en silence. Pourquoi me montrer ça maintenant? Elle me regarda droit dans les yeux. Parce que tu es au centre de cette histoire. Parce que tu portes une vérité que personne ne t'a jamais donnée. Et parce qu'un jour, c'est toi qui devras choisir ce que tu veux croire. Je me levai, les mains tremblantes. Tu n'es pas ma mère. Non. Mais j'aurais pu l'être. Je sortis sans répondre. Le couloir me sembla plus long au retour. Les œuvres au mur me paraissaient soudain étranges, irréelles. Sur le chemin du retour, Paris semblait plus silencieuse que d'habitude. Les lampadaires diffusaient une lumière floue dans la brume. Je marchais sans savoir ce que je ressentais. De la peur? De la confusion? De la fatigue? Arrivé devant chez moi, je levai les yeux vers les fenêtres. Une silhouette bougea derrière les rideaux. Je montai lentement. Chaque marche semblait peser plus lourd que la précédente. Lorsque j'ouvris la porte, mon père était là. Assis dans le salon, le visage tendu. « Où étais-tu » demanda-t-il. Je posai mon sac, sans le regarder. « Avec la femme que tu n'as jamais cessé d'aimer. » Il ferma les yeux. Il savait que tout avait changé. Le lendemain matin, je restai longtemps devant le miroir de ma chambre. La lumière grise filtrait à travers les rideaux, douce, presque irréelle. Mon visage me semblait différent. Plus tendu. Plus adulte. J'attachai mes cheveux en une queue basse. Mon pull beige en cachemire recouvrait mes bras jusqu'aux poignets, et ma jupe plissée noire tombait juste au-dessous des genoux. Je choisis des collants fins, presque invisibles, et des bottines sobres en cuir mat. Mon reflet me parut calme. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Quand je descendis dans la cuisine, maman était rentrée de Lyon. Elle portait sa robe de chambre en satin couleur ivoire, ses cheveux encore humides tombaient en mèches libres sur ses épaules. Elle touillait son café sans vraiment le regarder. Mon père était assis à la table, comme s'il l'attendait. Je m'arrêtai sur le seuil. Ils levèrent les yeux vers moi. Puis maman s'assit en face de lui. L'atmosphère était figée. « Eduardo, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle. Il prit une inspiration longue. Son regard glissa vers moi. J'acquiesçai d'un signe de tête discret. Il comprit que le moment était venu. « Clara, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Il parlait doucement. Lentement. Avec cette voix que je n'avais encore jamais entendue chez lui. Une voix nue. « Avant toi, il y a eu quelqu'un. Quelqu'un d'important. Et récemment, elle est revenue. » Maman resta figée. Le silence qui suivit était presque physique. « Et tu la vois? Maintenant » souffla-t-elle. « Oui, murmura-t-il. Je n'ai jamais vraiment cessé. » Elle ferma les yeux. Ses épaules restèrent droites. Sa dignité, intacte. Et moi, dans tout ça? Il ne répondit pas. Sa gorge se serra. Je restai là, incapable de bouger, sentant que tout se brisait lentement, morceau par morceau. Maman se leva, marcha vers la fenêtre. Elle tenait sa tasse à deux mains, comme si elle cherchait de la chaleur quelque part. « Je ne peux pas faire semblant. Pas après ça. Je ne veux pas te perdre, » dit-il, la voix brisée. Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes, mais secs. « Tu m'as déjà perdu. » Quelques heures plus tard, je l'aidai à faire sa valise. Elle pliait ses robes une à une, sans un mot. Le bruit du tissu froissé suffisait à tout dire. « Tu n'es pas obligé de partir, » murmurai-je. Elle sourit tristement. « Si. Pour moi. Pour toi aussi. On ne peut pas vivre dans un mensonge. » Elle m'embrassa sur le front, me serra fort dans ses bras, puis descendit les escaliers sans se retourner. Le taxi l'attendait devant l'immeuble. Elle me fit un signe de la main, puis monta. Et disparut dans la lumière froide de l'après-midi. Les jours suivants,
La maison devint un autre lieu. Les couloirs paraissaient plus longs. Le silence plus épais. Mon père évitait mon regard. Il restait enfermé dans son bureau. Moi, je marchais dans l'appartement comme dans un musée vide. Tout ce qui avait été familier devenait étrange. Un soir, alors que je lisais dans le salon, un courrier glissa sous la porte. Une enveloppe crème, sans timbre. Mon prénom inscrit à la main, en encre bleue. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, une seule phrase. Tu penses que tout est fini. Mais il reste encore ce que tu ignores. Pas de signature. Rien d'autre. Je restais immobile, la lettre entre les doigts. Qui me suivait? Qui m'écrivait? Était-ce toujours Solène? Ou quelqu'un d'autre? Le lendemain, incapable de rester passive, je décidai de retourner dans le bureau de mon père. Il n'était pas là. Je refermai la porte derrière moi, allumai la lampe de bureau, et fouillai discrètement les tiroirs. Je trouvai une boîte métallique, verrouillée. En soulevant le faux fond du tiroir, j'en découvris la clé. Le déclic fut presque imperceptible. À l'intérieur, une enveloppe épaisse et un carnet. J'ouvris d'abord l'enveloppe. Des papiers administratifs. Un acte de naissance. Un nom qui ne m'était pas familier. Louise Gauthier. Née en 2006. Mère, Solène Gauthier. Père, inconnu. Mon cœur se figea. Je pris le carnet. C'était un journal. Mon père y avait écrit des pensées, parfois désordonnées, parfois claires. À la page marquée par un ruban de soie, je lus. Je n'ai pas eu le courage. Pas eu la force de lui dire. Je sais que Solène m'a écrit. Je sais qu'elle veut que je le reconnaisse. Mais comment dire à Camille qu'elle a une sœur? Je refermai le carnet lentement. Tout devenait limpide. Et infiniment plus complexe. Je montai dans ma chambre, le carnet contre ma poitrine. Dehors, la nuit tombait sur Paris. Les réverbères s'allumaient un à un. Les fenêtres de l'immeuble d'en face brillaient faiblement, comme des secrets à peine cachés. Je m'assis au bord de mon lit. Mes doigts glissèrent sur la couverture du carnet. Un frisson me parcourut. Puis mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Tu es prête à savoir. Demain. 20h rue des Marronniers. Porte rouge. Pas de signature. Pas d'explication. Seulement une invitation. Ou un piège.